Mesdames et messieurs, bonsoir. La couleur désigne une symbolique et le nom un état. Roussillon, c'est le titre de l'ouvrage qui met en scène des personnages qui subissent leur histoire, mais également leur géographie. Entre eux, des mondes où le silence est le roi et la parole sont valets, mais l'auteur essaie un peu de faire briser le silence à travers des romans à tiroir. On tire pour chaque histoire pour des personnages qui partagent la même famille, entre guillemets. L'auteur est l'invité de votre émission Belle Ligne, enregistrée, diffusée ici à la bibliothèque L'Harmattan du Sénégal, l'hôpital des esprits. Fatimata Dialloba, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Papa Lyon. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci Papa Lyon, c'est un plaisir aussi pour moi de venir enfin à la suite d'écrivains tellement prestigieux sur votre plateau. J'apprécie votre façon de poser les questions, de poser les problématiques. Et je suis heureuse de venir ici aujourd'hui. Et il y en a tellement dans votre dernier ouvrage, Roussillon, votre deuxième roman, après des cris sous la peau. Est-ce qu'il suffit, Fatoumata Dialloba, d'être une femme et un homme pour que l'on invoque le terme de famille? Non. Une famille, j'ai coutume de dire qu'il ne suffit pas d'être un homme et une femme et des enfants pour faire une famille. Non. Pas du tout. Une famille est un âtre. L'âtre, c'est-à-dire le foyer. Le foyer, le cœur incandescent. Je le dis toujours, c'est un feu dans lequel on se nourrit. C'est un feu, une énergie qui circule entre des gens. Pour faire famille, ce n'est pas juste des êtres qui sont posés là. Faire famille, c'est créer des liens et renforcer ces liens. Et est-ce qu'on peut dire également, dans le contexte de l'écriture de cet ouvrage, ou bien dans le contexte social sénégalais, est-ce qu'on se marie contre quelqu'un? Parce qu'on se dit, on se marie avec quelqu'un. Mais souvent, on se marie contre quelqu'un, malheureusement. Je suis un peu pessimiste. Pourquoi? Le mariage est une institution que je respecte. Je ne veux pas créer de vagues. Cependant, je trouve qu'il y a beaucoup d'illusions. On y entre avec beaucoup de fraîcheur, beaucoup de naïveté. On découvre que entre deux êtres, on peut effectivement créer du bonheur, créer de l'amour, mais on peut également se faire souffrir. Et souvent, dans nos contrées, c'est souvent le cas. Maintenant, je ne veux pas dire que tout le monde est comme ça, bien sûr, mais le mariage est quelquefois une imposture. Et cela éperonne les célibataires et décourage les mariés. C'est important de partir du général au particulier. La famille a un sens un peu dans ce roman Roussillon. Est-ce qu'elle a perdu de sa superbe, autrement dit sa signification principale? Être une famille, autrement dit des gens qui sont liés, des personnes qui sont liées non pas par le sang, mais par le discours, la parole, la communication. Mais bien sûr, c'est le discours qui lie. Lorsque le silence s'épaissit entre les gens, la famille se dissout quelque part. Ouais. Et il faut la reconstituer, cette famille. C'est une problématique qui est extrêmement touchante, en fait, qui touche à l'intime de l'humain. Le mot famille est un mot qui a été sacralisé. Ouais. On la sacralise, on dit la famille à gauche, à droite, mais on ne fait pas d'effort vraiment pour la maintenir. Il n'y a pas d'énergie qui circule pour fabriquer, pour la construire. On pense que dès l'instant où les gens sont là, posés, ça y est, c'est bon, c'est fait. Or, tout se construit. Tout se construit et quand on laisse faire les choses, c'est souvent qu'elles vous échappent. Et après, on peut toujours courir après, mais la vie, elle, se poursuit. Et nos solos sont là, se mêlent à la grande mélodie de la vie, mais peut-être que nous allons à contretemps. Et nous n'allons pas diffuser ou bien dire l'histoire de ce roman, un magnifique roman. Mais on va parler un peu des thèmes, des axes qui sont importants pour décoder un peu cet ouvrage. Vous voulez dire ou montrer, la narratrice veut dire ou montrer dans cet ouvrage que le mariage, ce n'est pas une finalité. C'est un moyen pour accéder à une finalité. Absolument. Le mariage est l'union donc entre deux êtres, mais il faut que
il y ait du respect dans le mariage. Le mariage, pour qu'il fonctionne, pour qu'il soit vraiment cette fusion des êtres qu'il est supposé, cette image qui est donnée du mariage, il faut qu'on accepte la vérité de l'autre. Et parce qu'on dirait que Yandé et Mor sont mariés pour le pire. Absolument. Ils sont mariés pour le pire parce que ce sont 2 enfants qui se marient. Si vous regardez bien dans le premier roman, D'écrit sous la peau, ça commence par une petite fille de 45 ans. Cette petite fille de 40, elle n'a pas grandi en fait. Mais Mor aussi, le Mor qu'on découvre à l'intérieur, c'est un enfant qui n'a pas grandi, qui porte sa vie comme un fardeau, qui n'a jamais eu accès véritablement à ce qu'il est. Et d'ailleurs, on peut dire que c'est un enfant sans enfance. C'est un enfant, et je le dis même clairement dedans, dans sa lettre, sa dernière lettre, elle lui dit « J'ai épousé un enfant de 30 ans ». Et on ne se marie pas entre enfants. Le mariage est une affaire sérieuse. Et j'encourage les célibataires endurcis à bien réfléchir avant de se marier, parce qu'il faut se marier quand on est bien rempli, pour pouvoir justement s'enrichir, pour justement avoir une histoire commune. Et ce couple est un peu victime de son environnement. Les acteurs sont victimes de leur environnement. Ces 2 enfants qui se sont mariés, mais contre leur gré. Contre leur gré, ils sont les victimes de manipulations diverses, l'un comme l'autre. L'une manipulée évidemment par sa tante, dans le précédent livre, D'écrit sous la peau. Le deuxième également manipulé par la même, mais bon, on le saura après dans le livre. Mais ils sont tous les 2 des jouets d'une histoire qui n'est pas la leur. On leur a fait jouer un rôle qui n'est pas celui qui était défini au départ, qui était le leur. Cette femme manipulatrice, machiavélique, est l'archétype de plusieurs personnalités qui existent. Et il y en a tellement qui également existent dans la vie réelle. Oui, bien sûr. Un personnage de roman n'est jamais qu'un type formé de plusieurs personnes. Oui. C'est l'archétype. C'est l'archétype, oui. C'est important. On parle un peu des récits qui sont féminins, pas des récits écrits par des femmes. On peut parler un peu d'une histoire féminine. Mais pourquoi des récits au féminin sont toujours tristes? Mais parce que peut-être que la condition de la femme est encore triste, elle est encore très triste, alors qu'elle ne le devrait pas. Aujourd'hui, nous vivons quand même quelque chose d'assez incroyable dans notre... que ce soit dans notre pays, dans notre continent, dans le monde même. On vit une situation qui est quand même assez désespérante, quoi, où une moitié de l'humanité est comme frappée de stupeur, elle est dénigrée, on ne lui accorde pas tout son rôle. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que c'est la faute de quelqu'un, c'est la faute peut-être d'un système, d'une manière de faire, d'une manière de vivre qui fait que les femmes se retrouvent dans cette posture-là. Mais d'ailleurs, j'ai un peu évolué sur la question en discutant beaucoup avec Ken Bougoul. Oui, avec Ken Bougoul, on a beaucoup discuté quand on était au Salon du Livre de Paris. La marraine d'ailleurs. Oui, et j'ai beaucoup discuté avec Khadi Anne aussi. Et on en est arrivé à la conclusion que les femmes africaines étaient quand même gardaient leur force, quoi. Elles gardaient leur puissance. Mais il faut bien le dire, dans la vie réelle, aujourd'hui, on en arrive à quand même des choses assez incroyables. Les femmes vivent des souffrances. La presse, vous lisez la presse, vous êtes ébahis par tout ce qui peut se passer. Les violences faites aux femmes et aux enfants, ce n'est pas une fable. Et c'est peut-être pour ça que les récits de femmes sont un peu tristes pour le moment. Mais elles ne sont pas toutes tristes, attention. Exactement. Il y a des récits de femmes fortes, femmes puissantes, des récits... On atteint même le stade du rire. On peut rire. Dans l'écriture de Khadi Anne, par exemple, il y a beaucoup d'ironie. Il y a beaucoup de... Ken Bougoul aussi, il y a beaucoup de rire et d'ironie. Moi, je n'en suis pas encore à ce stade-là. Et dans cet ouvrage, il y a beaucoup de souvenirs. Oui. Le passé, c'est un peu une prison à ciel ouvert, une descente en enfer pour ces personnages. Quand
entretiennent un peu décrire leur passé. Et quand le passé est étouffant, comme le temps d'ailleurs à Paris, très chaud, qu'est-ce que cela augure pour un personnage de ce type de roman? Ben, écoute, si tu as lu L'étranger de Camus, Oui. on voit d'ailleurs ce passage, le passage du meurtre de l'Arabe qui se passe sous un soleil qui grille les cervelles à la plage, sur la plage. Ce passage m'a beaucoup inspirée pour décrire la canicule qui a sévi à Paris, que j'ai vécu personnellement. Hein. J'ai vécu une canicule à Paris qui était absolument horrible. Donc ce sont mes souvenirs de lecture et mes souvenirs personnels qui ont créé cet écosystème-là du soleil, le soleil comme un personnage, hein, et qui est là et qui brûle les cervelles et qui crée une sorte de cadre tragique à de la situation des personnages. Et c'est le passé un peu qui divise ces personnages, qui ne se parlent pas entre eux. Absolument. Mais il y a plus de monologues que de dialogues. Le véritable dialogue, c'est à la page 86, si je ne me trompe pas. On voit un peu qu'il y a un dialogue. Pourquoi ce style, un monologue intérieur, parler à soi-même, surtout dans l'avion avec Yandhi? Absolument. Parce que quand vous regardez bien, les situations de communication véritables sont extrêmement rares. Ouais. Moi, j'en connais parce que je suis professeure. Donc, je suis obligée d'avoir des situations de communication réelles avec mes élèves. Ouais. Mais regardez bien dans la vie. Dans la vie, on se parle souvent soi-même. Et quelquefois, quand on parle aux autres, c'est à soi qu'on parle. Ouais. Est-ce que véritablement on a l'ouverture qui permet de s'adresser à l'autre et de partager quelque chose? Souvent, ce sont des monologues. Nous nous adressons à l'autre, mais sans l'écouter vraiment. Nous n'avons pas d'oreilles, nous avons juste une bouche qui parle. Et quelquefois, les silences sont plus riches de l'autre. Oui, le silence, il est parlant d'ailleurs. Voilà, le silence est très éloquent. Il est d'or. Un ami m'a dit... la couleur rouge, beaucoup de gens l'ont interprétée comme le rouge de la violence, le rouge du sang, le rouge de la haine. C'est la passion, c'est l'amour, c'est la puissance. Mais oui, mais je lui ai dit, mais il y a l'autre côté. Oui. Le rouge, c'est l'énergie vitale. Le rouge, c'est également le changement. Le rouge, c'est la révolution. Tous ces silences, ce sont des silences qui préparent à une vie réelle, peut-être à une communication réelle. Enfin, on en saura davantage parce que ce roman est le deuxième d'une trilogie. Parce que les cris sur la peau, c'est un peu l'antichambre. Voilà, c'est l'antichambre, ça ouvre, on rentre dedans. Et il y aura une sortie un peu plus joyeuse, forcément. Oui, forcément. Il fallait que vos personnages affrontent leur passé pour entamer un peu cette révolution, parce que ce sont des portes difficiles à ouvrir quand même. Oui, je pense que pour pouvoir avancer, il faut plonger dans ses blessures. Il me semble que la blessure ouvre une épaisseur dans l'être humain, quelque chose d'intéressant à savoir. C'est dans la blessure qu'on peut se connaître. C'est pour ça que j'ai tendance à dire que la souffrance n'est jamais inutile. Au contraire, bien au contraire. Elle permet d'accéder à des dimensions auxquelles on n'aurait jamais accès si on était que dans... Voilà, c'est un mal nécessaire. Et pour moi, c'est une forme d'introspection aussi, hein, en plongeant dans la souffrance de ces gens, en regardant leur passé, les traumatismes qui les retiennent, les murs qui les enferment. Ça me permet également de savoir pourquoi j'écris. Pourquoi est-ce que c'est mon écriture qui me tire, hein, ce sont ces thématiques-là qui me tirent. Je n'ai jamais décidé d'écrire sur des femmes qui souffrent, etc. Ce sont ces voix-là qui m'ont happée, qui se sont manifestées à moi et qui demandent à être écrites et qui sont forcément les reflets de toutes ces personnes-là que j'ai été ou que je suis et que mon entourage est. Et des voix qui prennent leur liberté dans le style épistolaire. Un clin d'œil à Mariama Ba? Absolument. Mariama Ba est celle qui dont la lecture m'a ouvert les portes de la littérature.
En la lisant, j'ai retrouvé d'abord un style. Oui. J'ai d'abord retrouvé une écriture qui m'a beaucoup plu, un français châtié, quelque chose de vraiment de très bien composé. Même si aujourd'hui, bon, il y a d'autres écrivent et d'autres écritures sont là et sont belles, mais la lettre, sa lettre à elle, Mariam Abba, c'est celle-là qui m'a ouvert énormément de possibilités. Et c'est important un peu de parler un peu de ces violences verbales. Il y a une expression, 2 phrases, que Mor a l'habitude de dire à Ayandé. Tu n'as pas honte, tu n'es pas une bonne femme. Est-ce qu'il n'y a pas que pire ignominie que de sortir de la bouche, ou bien de sa bouche, ces mots-là, ces expressions-là, elles font mal? Elles font mal et elles sont tellement courantes. Si j'ai écrit ces expressions, c'est parce que je les ai beaucoup entendues et beaucoup lues. Doo jigéen bu baax pour parler wolof. Voilà. Doo jigéen ju baax. Ouais. Yow ñëpp la gën. Ñëpp la gën. Alors que tu vis avec cette personne, vous êtes ensemble, vous avez des enfants, mais le jour où vous avez un conflit, tout d'un coup, vous oubliez tout et cette personne cristallise votre haine. Et c'est une manière de dire aussi aux gens, faites attention à ce que vous dites. Ça a l'air anodin comme ça, mais ça creuse l'âme. Ce sont des armes de destruction. Ce sont massive. des armes de destruction massive. Une parole est tellement violente lorsqu'elle est dite avec haine, lorsqu'elle est dite dans le but de faire mal. Et on en entend chaque jour aller je dirais même dans 100%, pour être un peu provocatrice, dans 100% des maisons ici, il y a eu un jour une parole comme ça. Tu n'es pas une bonne femme. Ouais. Tu devrais avoir honte. Et le fait de dire... il y a une jeune femme d'ailleurs qui est en train de faire un petit mémoire de maîtrise sur la honte dans des cris sous la peau. Faire de la honte une arme pour détruire l'autre. Pourquoi devrait-elle avoir honte? Honte d'exister? Et d'ailleurs, c'est quoi une bonne femme? C'est quoi une bonne femme? C'est une femme qui obéit. C'est une femme qui est soumise. C'est une femme sur laquelle vous pouvez vous essuyer les pieds et qui accepte et qui dit oui. C'est une poupée qui dit oui. Or, aujourd'hui, on n'en est plus là. Les femmes africaines, les femmes ont une voix. Une voix VOIX. Elles aimeraient tracer également leur voix. Elles aimeraient être qui elles sont vraiment. Elles aimeraient devenir qui elles sont. On n'est plus à l'ère où une femme doit forcément dire sama kilifa, vous avez la clé de mon paradis. Parfois c'est mignon, hein. Ça dépend un peu du contexte. Oui, mais moi je veux bien, je veux bien que, bien au contraire, moi je suis sûre que quand c'est dans la réciprocité, c'est parfait. Exactement. Il faut changer peut-être le sujet de l'interrogation. C'est quoi être un bon mari? Ah ça, être un bon mari. Moi, je pense qu'il faut une école des maris. Ce serait génial si on apprenait aux maris à être des maris. Parce qu'aux petites filles, aux jeunes filles, on leur apprend dès la naissance à être des femmes mariées, à être des épouses dévouées, à se dévouer corps et âme. Et puis, il y a quelque chose dans la nature peut-être de la femme, de cet ordre-là, de cette... nous portons des enfants, donc nous sommes dans la communion, nous sommes dans l'amour, nous sommes dans... même si ça fait un peu cliché de le dire, hein, mais les petits garçons ici, aujourd'hui, sont élevés dans l'idée de ne touche pas au balai. La virilité. Mais c'est le mal noir d'Elgas. Hein, on leur assigne tellement de rôles, on leur assigne... On ne doit pas pleurer, par exemple. Vous ne devez pas pleurer, sinon vous êtes faible. Vous ne devez pas faire ci, vous ne devez pas faire ça. Mais c'est une société quand même qui est très violente envers ses membres. Hein. Vous donnez la parole aux femmes de joie, c'est intéressant. Pourquoi? Mais je trouve qu'en matière de communication... qui est plus indiqué qu'une fille de joie,
Mais c'est une belle formule hein, pour les désigner, même si cette terminologie-là cache une grande souffrance. Exactement. Énormément. Aucune femme ne décide pleinement, volontairement de devenir une fille de joie. Mais ce sont des femmes qui recueillent tout ce qui est négatif. Elles sont le réceptacle de tellement d'histoires. Tous ces hommes qui passent, c'est autant d'histoires qui passent entre leurs mains. Et elles décident ou pas, elles sont plus puissantes qu'elles ne le paraissent. Et d'ailleurs, vous le dites, la page 25, c'est la fille de joie. Je leur offre mon corps, oui. Ils viennent assoiffés et affamés se rassasier de ce que mon entrejambe leur donne. Mais aucun n'a su accéder à mon intimité. Je donne et je reprends. Dans le secret de mes entrailles, je garde un trésor que je n'ouvrirai qu'à celui qui saura le mériter. Peut-être que cette dernière nuit sera la bonne. Qui sait, je veux prendre le temps de savourer ces dernières nuits. Ensuite, je quitterai ce métier pour toujours et sans regret. De toute façon, avec l'arrivée massive de ces jeunes femmes noires anglophones au corps ferme, je ne m'y retrouve plus. C'est un peu la femme, la fille de joie qui possède un peu le pouvoir. Bien sûr. Elle ne l'a pas perdu. Elle ne l'a jamais perdu. Elle est descendue dans les bas-fonds. Elle est dans le tréfonds, dans le labyrinthe de l'être humain, dans ce qu'il y a de plus sombre dans l'être humain, puisque ceux qu'elle aide à assouvir leurs fantasmes, leurs désirs, sont des personnes qui sont en manque, à qui il manque quelque chose et qui viennent chercher quelque chose chez elles. Mais peut-être obtiennent-ils quelque chose d'ailleurs, mais elle garde ce qu'elle est, elle garde son intégrité. Elle ne la donne jamais. On donne ce qu'on a envie de donner. Offrir son corps, mais pas son intimité. J'aime ça. Voilà, on offre son corps, certes. L'autre peut s'en servir. Et c'est souvent le cas, d'ailleurs, dans plein de situations. Ouais. Les gens offrent le corps, mais elles-mêmes, elles ne s'offrent pas. Elles ne s'offrent qu'à celui qui saura la mériter. Ce passage est plus illustratif. C'est à la page 29. Dans ce monde de la nuit, je tiens le désir des hommes entre mes mains. Je les observe et les regarde vider en moi leur morale immonde, piètre, vernie, capable de tromper les esprits limités, mais pas moi. Ils ne peuvent pas. Quand ils croient me dominer, ils n'ont entre les bras que mon écorce la plus dure. J'ai déjà donné, c'est à moi de prendre maintenant. Oui. C'est la revanche un peu. Voilà, c'est une sorte de renversement. La prostituée, on pense qu'on vient chercher l'assouvissement d'un désir chez elle, mais c'est elle qui prend. Et c'est elle qui prend et elle qui ne donne pas. De les valoriser, ce changement de regard, c'est important un peu dans le champ littéraire, mais plus que dans le champ social. Plus que dans le champ littéraire, la prostituée est une reine. C'est une reine, évidemment. Oui, c'est une impératrice. Pour faire un peu de l'exagération. Dans la vie réelle, elles sont mises plus bas que terre. Il faut les voir dans les commissariats, dans la rue, dans l'imaginaire commun. Mais ce sont des femmes. Et en tant que femme, moi, j'ai énormément de respect pour elles. Voilà. Ouais. J'ai du respect pour toutes les femmes. J'ai du respect pour les femmes qui sont dans nos maisons et qui travaillent. Elles ont autant d'importance que nos mères. Il faut leur accorder du respect. C'est difficile pour un écrivain, pour une auteure, d'être dans la peau d'une prostituée? Pas du tout. Non. Pas du tout, parce que peut-être, alors, la prostituée, c'est celle qui offre son corps. Moi, j'offre ma plume. Ouais. Est-ce que nous ne sommes pas tous un peu des prostituées si je devais me permettre une petite provocation, est-ce que dès l'instant où vous vendez quelque chose, vous n'êtes pas un peu prostituée, qu'on soit homme ou femme? Ça dépend un peu des considérations sociales et sociétales. Considérations sociales et sociétales, mauvais, par exemple, par la société. Voilà, on met cette morale-là, on va la mettre de côté quand on pénètre dans le domaine du livre. Oui. Je ne parle pas de morale sociale. Oui. Attention, j'essaie de me dégager au contraire de cette morale sociale pour justement trouver une voie authentique. Oui. C'est important de parler également, et peut-être finir, parce que le temps passe vite, de la prise en charge des enfants. Parce qu'il y a un bel exemple, celui de Mort, qui a été victime un peu de son environnement et qui a un peu transporté cette colère en une famille qui ne la méritait pas. Mais voilà, et c'est tout le problème des enfants que l'on voit dans la rue. Ouais. Aujourd'hui, les talibés ou
d'autres enfants qu'on voit traîner dans la rue, on ne se rend pas compte de la bombe à retardement qu'ils représentent. Ces enfants qui sont violentés la nuit, nous ne sommes pas là, mais ceux qui sont dans ce domaine-là et qui les prennent en charge savent les loques qu'ils récupèrent la nuit. À ce titre, moi, je voudrais vraiment rendre hommage à tous ceux qui s'occupent de ces enfants de la rue, qui les recueillent, qui les soignent. Il y a beaucoup de personnes qui font ça dans la ville de Dakar ou ailleurs, mais je veux dire qu'un enfant à qui on n'a pas donné de l'amour, à qui on n'a pas inculqué l'amour de l'autre, est une bombe à retardement. Et qu'est-ce qui explique aujourd'hui les violences extrêmes qu'on voit dans la société, où quelqu'un n'hésite pas à attraper une machette et à frapper l'autre? On voit des images qui passent à la télé ou ailleurs, et c'est absolument étonnant. Moi, c'est des choses qu'on ne pouvait pas imaginer. On ne voit que les conséquences, mais les causes sont lointaines. Mais les causes sont tellement... mais les causes sont... victimes de beaucoup de sévices. Oui. Il faut qu'on ait le courage de nous regarder nous-mêmes, de regarder le cœur de nos mots. Le cœur de nos mots, il est là, et aucun vernis ne saura... On peut bien sûr poser un petit vernis social dessus, un vernis de moralité dessus. Ça n'empêche que c'est là et que les conséquences finissent toujours par éclater. Elles éclatent dans la famille, elles éclatent dans la société, elles éclatent un peu partout. Et cette violence constitue encore pour moi une source d'inspiration. Je pense que pour le moment, peut-être que mon écriture évoluera, mais pour le moment, cette violence-là, elle m'obsède. Et je n'ai de cesse de la dire, de l'écrire, de la dénoncer aussi, peut-être. Et dans ce cas de figure, ce sont les enfants qui en pâtissent le plus. Ce sont les enfants. Avec Sarah et Marie, par exemple. Oui, ce sont les enfants. Les enfants voient. On pense que l'enfant, c'est une personne qui est là, qui n'a pas d'âme presque. Alors que les enfants sont des éponges et qu'ils absorbent toutes les énergies qui passent. Ils imbibent ces souffrances. Ce sont des éponges, ils absorbent tout, ils sont imbibés de toutes ces souffrances, et ça crée, comme chez Marie par exemple, des maladies mentales. Voilà. Ça peut créer également une volonté farouche de vivre. Et c'est le cas de beaucoup de filles, de jeunes filles de la diaspora qui sont dans la lumière, qui ne veulent pas rester dans les ténèbres. Et c'est important, quand le récit voyage, on voit un peu la situation des femmes immigrées, qui sont un peu parallèles, presque les mêmes. Mais oui, bien sûr. On pensait que la situation est plus reluisante quand on prend l'avion, par exemple. Mais jamais de la vie. Bien au contraire. La situation des femmes dans l'immigration, elle est peut-être pire même, parce qu'on a le poids de l'exil sur son dos. On a un grand bagage, on n'a pas réglé ses problèmes. Ici, on quitte... pour ce qu'on voudrait appeler l'Eldorado. On se rend compte que ce n'est pas un Eldorado, et que la France, l'Occident a ses problèmes, et que quand on vient avec les siens propres et qu'on les ramène là-bas, on n'a pas commencé le processus de guérison. Il y a vraiment quelque chose là à voir. Moi, j'ai rencontré beaucoup de personnes de la diaspora. J'ai vu des personnes lumineuses qui se battent et qui veulent revenir apporter leur contribution. Mais je trouve que même là où elles sont, ces personnes-là, elles font un excellent travail. Et ça se voit même dans l'ouvrage, ces solidarités qui s'est créée autour de Yandé. Nous allons finir par ces mots très positifs en ces temps de flou, tellement noir, ces mots de William Ernest Henley. Je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme. Oui, ça c'est le slogan de Yandé, qu'elle se répète tous les jours. De revivre. Voilà, j'ai le choix. J'ai le choix, nous avons toujours le choix. Le destin, c'est une notion, on n'est plus chez les tragiques grecs, où les dieux sont là comment on appelle ça, marionnettistes, nous sommes leurs marionnettes. Non, nous avons le choix, nous avons la chance de vivre dans une époque où on peut avoir le choix de qui on veut être. Et à nous de faire le choix de la liberté.
tout simplement. Et le choix également de lire cet ouvrage Rouge Silence, le deuxième roman publié par Fatimata Diallo. Merci d'être là. Merci beaucoup, Papa Lyoun, vraiment. Merci pour tes questions, à la fois revigorantes et également qui permettent d'aller au cœur des choses. C'est important. Voilà, c'est important. Vous connaissiez les travailleurs de l'ombre, la noblesse anodine. Deux noms, Céline Saliudem et Augustin Mandan, qui nous ont permis un peu de réaliser cette émission ici, dans l'hôpital des esprits à la bibliothèque L'Harmattan Sénégal. L'Harmattan Sénégal qui a également édité cet ouvrage. Il faut le lire, Fatimata Diallo. Deuxième ouvrage, un roman magnifique, très magnifique, avec des personnages qui sont un peu des mystères, des histoires qui s'entrelacent. Une sorte un peu de piège ou de jeu à cache-cache avec le lecteur. Ça, c'est un peu la plume de Fatimata Diallo. Merci également, chers téléspectateurs, de suivre cette émission. Merci de nous suivre et continuez de suivre les programmes d'ITV.